Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct. Bonjour. Bonjour, je suis Laetitia Trio et donc je reçois Claire je vais y arriver, Canivenc. Canivinck, oui. Voilà, il y a eu une petite erreur d'orthographe sur la présentation, donc c'est bien Canivenc et pas autre chose. Bonjour à Drew, à Catherine, à Françoise, à Mimi, à Bonjour tout le monde. Isabelle et Sandrine aussi, Marianne. Claire tu es sophrologue, sophroanalyste, praticienne en aromathérapie, en fleurs de bac également, Mhm, en phytothérapie et en gémothérapie. c'est ça, Et donc aujourd'hui, tu viens nous parler de sophroanalyse c'est ça. et nous donner des clés pour nous défaire de nos croyances limitantes grâce à la sophroanalyse intégrative. C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter un peu, voilà, au travers de la technique de la sophranalyse, et ben comment cet outil thérapeutique, cette thérapie psychocorporelle nous amène à nous défaire un peu de nos croyances limitantes et tout ce qui permet de travailler pour arriver à cette fin-là. Ok. Du coup, je vais peut-être vous expliquer un petit peu d'abord comment j'en suis arrivée là dans mon parcours. Oui, ce serait intéressant de savoir comment tu es arrivé à la sophroanalyse, parce que tu es sophrologue depuis 2014, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Mhm. Voilà. Et du coup, Alors, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? en fait, bon, alors au tout début, moi j'ai commencé ma vie professionnelle en commençant à travailler comme éducatrice spécialisée avec des adolescents mineurs isolés étrangers et puis placés par le juge également. Et puis, enfin voilà, ayant la volonté de faire évoluer un petit peu mon projet. Je me suis retrouvée à faire de la sophrologie et puis du coup rencontrer un outil qui est vraiment super chouette que j'ai découvert agréablement. Donc je me suis formée avec l'Institut européen de sophroanalyse. Voilà, parce que j'avais déjà fait quelques formations par correspondance, mais bon, je voulais avoir davantage de pratique. Du coup, je me suis adressée à l'Institut européen de sophroanalyse de manière à pouvoir pratiquer un petit peu. Voilà, moi, en tant qu'éducatrice à l'époque, j'étais salariée, je voulais mettre en place des ateliers avec les adolescents parce que forcément, le rapport au corps, à l'émotionnel, tout ça, bon, il y a quand même, il y a un besoin qui est là, quoi. Et du coup, voilà, de manière à mettre en place des ateliers pratiques avec eux, il me fallait moi-même de la pratique, quoi. Du coup, ben, la directrice de l'époque de cette institution-là a accepté le fait que je puisse rejoindre un petit peu un groupe de formation, quoi, une promo. Et puis, en fait, ben, toutes les personnes qui étaient en promo avec moi pour se former à la sophrologie, eux avaient fait le parcours inverse, c'est-à-dire qu'ils s'étaient déjà formés à la sophroanalyse et après allaient se former à la sophrologie dynamique. Alors bon, ce qui fait que déjà j'ai eu beaucoup de retours sur la sophroanalyse, etc. Mais bon, à l'époque, voilà, j'entendais, j'écoutais, mais ça me parlait. Oui, ok, bon, moi je suis là pour travailler la sophrologie. Et puis, ben finalement, je me forme à la sophrologie, voilà. Les examens se réussissent très bien. J'utilise l'outil dans mon milieu professionnel. Et puis, disons que c'est après, quelques années plus tard, du coup, avec les aléas de la vie, où du coup, ben, j'ai pu un peu plus ressentir le besoin d'aller explorer ces techniques-là. Alors, aussi à des fins personnelles, parce que voilà, j'ai retourné mon attention sur l'Institut européen de sophroanalyse dans une période où j'avais besoin aussi de faire un travail sur moi, où j'avais besoin de support, de techniques et où voilà, où j'ai pu identifier par exemple un mode de fonctionnement qui était assez répétitif chez moi. Et puis voilà, j'étais dans une période où je me disais non, bah là c'est bon, stop, bah, j'ai envie d'arrêter là, ça me fait pas du bien là, donc voilà, donc en fait je me suis inscrite à la formation de base de sophroanalyse intégrative, plus à des fins personnelles au départ. Et en fait, j'ai été ravie de découvrir un outil
ben vraiment magnifique, quoi. Vraiment, en le vivant, c'était waouh! Ah ouais, on peut faire tout ça. Et Oui. du coup, ben je me suis retrouvée vraiment à étudier un support qui me passionne en fait. Voilà, d'où le fait de d'être tout à fait en accord avec le fait d'en vivre et d'en faire ma profession en plus de la sophroanalyse, en plus de la sophrologie et puis d'autres compléments à côté, quoi. Ce qui est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui se forment à la sophroanalyse et qui vont pas forcément l'utiliser professionnellement. Bon, ben voilà. Moi, mon choix a été Mm. de le proposer aussi dans mes suivis et dans mon cabinet. Voilà. Voilà comment j'en suis D'accord. arrivée Du coup, tu le ici. proposes. Du coup, tu le proposes à la fois aux adultes et aux adolescents. C'est un outil qui peut être utile aussi pour les familles. Alors, c'est plutôt utilisé pour les adultes, de manière à ce que, enfin, D'accord. on attend vraiment que la structure mentale soit bien posée, quoi. À Mm. l'adolescence, on a encore des choses qui se réadaptent. Enfin voilà, tout n'est pas encore dans la structure bien, même si rien n'est réellement figé et tout peut être mouvant, mais d'une certaine manière. Mais je veux dire, la structure de base, elle n'est pas encore. On attend que ça soit plus stable, on va dire. Donc, D'accord. effectivement, on attend un certain âge. On attend au moins la fin de l'adolescence, quoi. Enfin voilà. Pour proposer des Ok. suivis individuels thérapeutiques en sophroanalyse. Ouais, ouais. Mm. Ok. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler, enfin, en tout cas, nous donner des clés pour pouvoir dépasser nos croyances limitantes Mhm. grâce à ça. Moi, j'ai hâte de découvrir le contenu de ta conférence. Ouais, de la présentation, bah, bien sûr. Alors, en fait, il faut savoir que du coup, la sophroanalyse intégrative, bah, c'est une thérapie psychocorporelle qui va considérer vraiment la personne dans sa globalité. Donc, il va y avoir un travail d'analyse, évidemment, comme voilà, ça l'annonce un petit peu rien que dans le terme, mais pas que. Il y a Mm. le mental est considéré, il est bien accueilli, bien exploré, mais il y a aussi tout l'aspect émotionnel aussi qui est exploré et exprimé, et puis l'aspect corporel. Donc toutes les mémoires aussi qui peuvent rester dans le corps, qui n'ont peut-être jamais été exprimées. Qui pour autant peuvent être ressentis de manière inconsciente, mais voilà. Il y a vraiment une considération de l'être humain dans son ensemble dans cette technique-là. Et c'est une thérapie psychocorporelle que, enfin, moi je dirais qui est riche parce que on va explorer vraiment beaucoup de choses de manière à les se comprendre et aller contacter la première blessure dans notre parcours à partir de laquelle a été associée notre croyance limitante et ou erronée qui à l'origine, en tout cas qui a pu conditionner ben après tout le reste du déroulé de notre vie, quoi. Où notre ego bien protecteur va mettre en place un schéma, une structure à partir de ça parce que waouh, il y a une croyance au départ là à laquelle on est lié et ben vraiment on y croit quoi, dur comme fer parce qu'elle est animée par une blessure dans le fond, donc par quelque chose, une expérience réelle selon nos perceptions, selon notre point de vue, notre perception. Mais en fait, voilà, pour que ça tienne debout et qu'on avance dans le temps en grandissant comme tout le monde, hein, comme on peut, et ben dans l'élaboration un petit peu de cette structure-là qui est la nôtre, dans notre fonctionnement de vie, bah, il y a plein de paramètres qui vont venir s'emboîter, quoi. Ça va être Mm. les paramètres familiaux avec tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel. Ça va être le conditionnement par l'éducation avec tous les petits messages aussi qu'on va recevoir qui sont verbalisés ou non. Enfin voilà, c'est le genre de choses, nous, qu'on va explorer en sophroanalyse, en plus du niveau mental, émotionnel et corporel. On va explorer par exemple tout ce qui est transgénérationnel pour voir un petit peu Mm. les mémoires qu'on a pu adopter
par besoin d'attachement, par besoin d'appartenance à un groupe, de reconnaissance ou autre, qu'on a fait nôtre et qui finalement permettent de nourrir un peu et d'être en adéquation avec la blessure et la croyance qui résonnent déjà dans le fond. Et tout ça, ça va être fait en état proche de la sophrologie, c'est-à-dire qu'on va se mettre en état modifié de conscience quand même. C'est-à-dire que voilà, pour que on puisse se révéler dans notre côté blessé, il faut quand même qu'on puisse être en confiance et sécurisé. Donc voilà, il y aura toujours des exercices de respiration, d'introspection, avec une intention posée au départ sur ce qu'on a envie de faire en début de séance. Et aussi à côté de ça aussi, il faut savoir que l'analyse, elle est aussi enrichie par l'analyse transactionnelle, où à la différence de la psychanalyse où il y a le ça, le moi, le surmoi, pour considérer l'esprit humain, on va dire, et l'analyse transactionnelle, ça va être les trois instances que sont l'enfant intérieur, le parent intérieur et puis l'adulte au milieu qui fait le lien voilà entre les deux. Donc du coup, on va aussi beaucoup travailler sur notre enfant intérieur et notre parent intérieur, sachant que l'idée c'est d'aller aussi les explorer, les accueillir dans tous leurs versants. Donc le parent intérieur, il peut aussi bien s'exprimer dans son côté limitant normatif, c'est-à-dire que du coup de là ressortira tout le conditionnement qu'on peut avoir de la société, les règles, les normes, les interdits, même de l'inconscient collectif, hein. Et puis aussi toutes les règles de fonctionnement et tout ce qui vient de notre éducation, de notre famille. Donc voilà, tout ça, par exemple, va vraiment conditionner la mise en place de notre parent intérieur limitant dans notre structure mentale. Et puis, en face, en réponse aux parents limitants, il y a le parent intérieur bienveillant qui, lui, vraiment va représenter toute la ressource, tout l'accueil bienveillant qu'on peut avoir pour nous-mêmes, toute la considération de ce que l'on est sans jugement, vraiment l'accueil inconditionnel, quoi. L'amour, quoi, inconditionnel. Voilà, donc évidemment, ce parent intérieur bienveillant va représenter un pan ressources très très riche et très important dans le travail en sophroanalyse, notamment pour poser de la sécurité et de la confiance pour pouvoir commencer à travailler dans cette démarche thérapeutique. On va pas aller à la rencontre des blessures comme ça, À froid. cash. Voilà, il y a des espaces, il y a des choses qu'on instaure de manière à ce que ça puisse se passer posément, en douceur, évidemment en respectant le rythme d'avancement de chacun, hein, voilà. Mm. Et puis du coup, c'est pareil, l'enfant intérieur, il est considéré aussi dans tous ses différents aspects. C'est-à-dire que il y a l'enfant blessé, qui lui aussi garde bien au chaud le côté croyance avec la blessure contact, etc., qu'on aimerait bien aller rencontrer, qu'on va détricoter dans le travail. Et voilà, qui détient quand même pas mal de clés, mais qui dans l'inconscient peut faire des pressions pour que cette croyance limitante ancrée chez nous s'exprime, quoi. Et puis en face à ça, il y a l'enfant intérieur libre qui représente tout notre aspect créatif, toutes les ressources qu'on ignore de nous-mêmes ou qu'on se désavoue parce que ça correspond pas à la croyance qu'on a pu se forger dans le fond. Donc voilà, on va explorer un petit peu ces différentes instances-là et puis remettre en lien le parent intérieur bienveillant avec l'enfant intérieur notamment blessé pour apaiser dans le travail thérapeutique, mettre en sécurité et en confiance de manière à aller toucher, déloger la blessure d'origine à laquelle est associée notre croyance limitante. Donc du coup, dans toute ce procédé thérapeutique-là, il y a tout un cycle thérapeutique où on commence par une phase d'exploration, après un peu plus d'immersion pour voir un petit peu comment les choses s'imbriquent les unes aux autres dans notre fonctionnement. On identifie aussi ce qu'on appelle
en sophranalyse la tendance actualisante. La tendance actualisante, c'est les schémas répétés, tu sais, enfin vous savez, les fameux schémas qui se répètent là où on se dit mais c'est pas possible, j'ai recommencé alors que l'expérience vient de passer et que machin. Enfin voilà, les fameux schémas qui se répètent de manière inconsciente dans notre vie sur différents niveaux, hein, ça peut être professionnel, sentimental ou autre. Et dans le processus thérapeutique, il y a aussi des procédés de réinformation émotionnelle, c'est-à-dire que pour que notre enfant intérieur se sente en confiance et puisse se livrer sur ses blessures aussi, qu'on puisse nous-mêmes lâcher tout ce qu'on retient depuis des lustres. Dans cette dynamique d'apaisement aussi, on va aussi poser des ressources. Progressivement, on va aussi, dans ces ressources-là, répondre à nos besoins aussi, qu'on n'a même pas nécessairement écoutés, ni même identifiés durant notre parcours de vie, pour plein de raisons, hein, voilà, quelle que soit la raison, de manière à ce que ces ressources-là puissent servir de clés et puis qu'elles puissent aussi nous servir à réinformer ces instances-là de nous-mêmes en profondeur, donc jusque dans l'inconscient, pour, je dirais pas restructurer, parce qu'il s'agit pas de reconstruire un mental complet, mais en tout cas de réadapter nos représentations et la considération qu'on a de nous-mêmes d'une manière apaisée, beaucoup plus en accord avec de la bienveillance, en conscience de ce que l'on est réellement, voilà, pour apaiser justement le conditionnement qu'on peut avoir par cette croyance limitante, quoi. Du coup, ben voilà, dans le procédé, dans le processus thérapeutique, il y a plein de clés en chemin qu'on retrouve et qui nous est bien utile. Alors généralement, on est assez bien fichu pour ça, hein. C'est assez rigolo. C'est que quand il y a de l'inconscient, une petite blessure ou gêne qui ose remonter, généralement en associé, il y a la clé qui va avec. Oui. Donc c'est top. Ça se fait naturellement à partir du moment où le travail a du sens pour la personne, où il respecte son rythme et surtout la personne se sent en sécurité, en confiance, quoi. Donc du coup après ça se fait. Alors après il n'y a pas de séance type, je dirais, dans le Il n'y sens a pas où de, même excuse-moi, si ça a coupé. Il y a pas eu de. non, je dirais qu'il n'y a pas de séance type dans le sens où même si la personne est en état modifié de conscience parce qu'on respire, on est en introspection, pour autant, on est en mouvement puisqu'on va quand même solliciter la mémoire physique, corporelle, aussi bien dans le ressenti, dans le fait de faire émerger des sensations, mais aussi pour réinscrire et réinformer. Donc, on peut très bien, voilà, se dire, bah, aujourd'hui, tiens, bah là, est-ce que ça serait pertinent de bosser ça, 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 ça. Et puis, en fait, si vous voulez, comme dans les séances, on est en interaction directe. Il y a des protocoles, il y a des exercices qui peuvent se croiser, se rejoindre. C'est vraiment, on est un peu en co-création quoi dans la séance. C'est super quoi à ce niveau-là parce que c'est très riche et c'est très libre même si il y a des supports. Nous en tant enfin voilà, en tant que personne formée en sophroanalyse, on va pas déformer. Je veux dire, la sophroanalyse, ça reste la sophroanalyse, mais il y a des séances qui vont être à la croisée de différentes thématiques. Pour que c'est vraiment du sens pour la personne et que ça corresponde vraiment à son besoin et à ce qu'elle a envie d'exprimer. Voilà, donc ce qui fait que voilà un petit peu en présentation la sophroanalyse intégrative, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle est utilisée. Du coup, avec tout cet état modifié, vraiment où on est détendu dans un état voire méditatif, hein, c'est un peu ça, même si on est en mouvement, même si on est en interaction. Ça nous permet aussi de retrouver des périodes délicates, des scènes aussi où sont venues s'ancrer des croyances complémentaires à la croyance limitante de départ pour que ça tienne bien la route. Il y a il y a toute une possibilité de régression aussi, de manière à vraiment aller voir à partir de quelle période de notre vie ça s'est vraiment bien ancré et bien figé, voire même l'expérience première, quand on peut la retrouver. C'est tout à fait possible. Ok. Voilà. Et puis après, il y a aussi de la réinformation
de manière à pacifier. Et cette réinformation-là, elle se fait aussi bien dans le mental que dans l'émotionnel, que dans le corporel, de manière à ce qu'elle soit vraiment ancrée et du coup que la pacification, identifier la blessure et la croyance limitante, la libération qu'on en a est vraiment, elle est durable parce qu'en fait, elle est ancrée dans tous les aspects de notre personne, quoi. Est-ce que, Voilà. alors on a Domari qui demande, est-ce que du coup tu parles surtout avec la personne de son enfant intérieur ou en séance, ou ça prend en compte aussi peut-être d'autres choses? Ah bah ça dépend parce que on peut parler quand on est sur l'exploration des mémoires qui se sont transmises sur le transgénérationnel, par exemple, on peut aller voir les schémas qui sont déjà inculqués et reproduits peut-être de manière répétée sur les générations d'avant. On sait, disons que ça va nous servir de support de réflexion pour voir un petit peu comment est-ce que ça a pu impacter notre enfant intérieur. Mais pour autant, on n'est pas parti de l'enfant intérieur dès le départ, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, tu parlais donc d'un certain nombre de choses qui étaient prises en compte pendant les accompagnements. Ouais. Du coup, Zaz demande combien de temps est-ce que cela prendrait de se détacher de croyances limitantes grâce à cette méthode? Est-ce que c'est de la Alors, thérapie brève? Regarde, c'est est-ce que c'est de la la thérapie? fameuse question. Bon, C'est ça. Est-ce que je c'est comprends. de la thérapie brève où tu vois la personne, on va dire, 3, 4, 5 fois maximum, ou est-ce qu'on est sur de la thérapie longue Ouais, durée comme on peut le trouver en psychoanalyse où on voit quelqu'un toute sa vie? ouais. Alors, bon, c'est toujours aussi délicat de répondre à ces questions-là avec une réponse simple et bah déjà ça en fait tout dépend du rythme de chacun. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas commencer ce travail thérapeutique en ayant le même rapport à soi. Tout le monde n'a pas forcément le même rapport à sa blessure aussi, quoi. Il y en a qui sont plus à vif parce que complètement noyés dedans, et il y en a qui ont pu peut-être déjà aller solliciter des ressources avec d'autres supports avant. Donc déjà ça peut effectivement nourrir et impacter le suivi. Mais en tout cas, moi, ce qui me semble correct et tout à fait honnête en tout cas à dire, c'est que au bout de 8 à 10 séances, on a en tout cas on commence à avoir une bonne connaissance de soi. Donc on commence à avoir des bons repères et on commence à pouvoir agir en conscience sur nos mécanismes et nos schémas. On a une bienveillance qui commence à s'instaurer et du coup une pacification qui commence, un apaisement qui commence à se poser. Pour autant, le travail n'est peut-être pas encore fini. Ça dépend vraiment des personnes. Voilà. Après, pour ce qui est d'une durée, c'est vraiment aléatoire, quoi. Mais c'est sûr que aller déloger la croyance limitante et avoir un travail dans le processus thérapeutique avec une pacification vraiment aboutie, où vraiment on est dans l'accueil inconditionnel de soi et où il n'y a plus trop de résonance, ou évidemment que ça se fait pas en un trimestre. Hein. Non, c'est pas de la thérapie brève, je pourrais pas le dire. D'accord. Et puis en plus, voilà, après ça peut être nourri de plein d'autres choses, d'autres techniques aussi complémentaires pour apaiser. Il y a des personnes aussi qui ont besoin de, bah, des fois il y a des séances qu'on va faire, ou alors il y aura un gros déclic, des grosses prises de conscience. Vraiment, on aura fait un beau travail, et ben la séance d'après, on va peut-être souffler un petit peu pour travailler en douceur et puis surtout laisser le temps aux personnes d'intégrer. C'est-à-dire que prendre en considération la personne dans tout ce qu'elle est, dans toutes ses dimensions, ok, mais du coup, il faut considérer aussi le temps d'intégration qui est nécessaire, quoi, aussi. Physiquement, ça travaille, émotionnellement, ça travaille, mentalement aussi. Une fois qu'on a une prise de conscience et que ça débloque beaucoup de choses, ça soulage beaucoup. Mais le temps d'intégration et vraiment d'ancrage, il est quand même nécessaire, quoi. Alors après, c'est vrai qu'on a toujours hâte de Ouais. se débarrasser de ces trucs rapidement, et c'est normal, voilà. Mais en tout cas, on n'est pas obligé d'être sur la fin de son suivi pour déjà ressentir de l'apaisement. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ok. Il y a Laurence qui demande, Mmh. en fait, c'est quoi une croyance limitante et comment est-ce qu'on peut l'identifier? Et en complément, Sandrine qui demandait si tu avais justement un exemple
à De donner? croyances limitantes. Oui. Alors, une croyance limitante, ça pourrait être tout simplement que, je sais pas, par exemple, je peux très bien avoir ancré dans mon inconscient à mes 6 mois de vie, que je suis pas digne d'amour. Et donc, du fait de ne pas être digne d'amour, voilà, il va découler plein de positions que je vais prendre dans ma vie, où du coup, ça va permettre d'alimenter l'idée que j'en suis pas digne, que je ne peux pas recevoir d'amour de manière durable. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être le fait de ne pas pouvoir profiter, comment peux-je dire ça, Ouais, d'une de vie plus sa vie, paisible. de sa pulsion de vie, avec une idée que bah, je suis pas digne de vie non plus, par Mm. exemple. Ouais, moi j'ai vu, Ça, mais il ça y a c'est beaucoup. vraiment là je le formule de manière simple, mais en fonction du tout à chacun, la formulation elle va être teintée de la personnalité de chacun De la personne. évidemment. Voilà. Ouais, après, ça peut faire des comportements de processus automatiques où quand la personne elle est heureuse en couple, tout à coup il y a un processus qui l'oblige à Le s'auto-saboter et sabotage, ouais, complètement, voilà. Et complètement. qui fait qu'à De chaque fois, manière, bah, quand ça marche ouais, bien, voilà, avec un petit ego dans le fond qui est blessé, mais aussi qui est protecteur, qui résonne en nous disant, bah tu vois, hein, t'as vu, hein, on avait quand même bien raison, hein, c'est vraiment ça, on n'est vraiment pas digne de recevoir, et allez hop, on ancre un peu plus et on réactualise la croyance et hop, retendance actualisante et c'est reparti, youpla. Ouais. on a aussi une question donc, de Sandrine qui demande par exemple un exemple pour les blessures qui ont pu être faites dans le passé et parce que tu parlais de la blessure et de la clé. Oui. Donc, est-ce que tu as un exemple entre les deux qui... Bon, alors des blessures, il y a des blessures de trahison, il y a des blessures d'abandon, il y a des blessures de rejet. Voilà, enfin, il y a différents auteurs hein, qui en parlent, dont Lise Bourbeau, des blessures d'injustice, voilà, qui peuvent, je sais pas, qui peuvent être à l'œuvre lors de séparation, par exemple. En fait, la blessure, elle va être conditionnée par la perception qu'on a de notre expérience sur l'instant T. En fonction de la croyance limitante qui résonne chez nous dans le fond, la blessure ne va pas être teintée de la même manière, elle va pas forcément prendre la même tournure et la perception qu'on aura de notre vie et de l'expérience qu'on est en train de vivre va pas non plus être teintée de la même manière non plus. Donc voilà, je dirais des différents types de blessures, ça peut être ça. Il y avait pas une deuxième partie dans la question aussi, tu me disais? Et un exemple de clé, justement, pour Ah oui, désamorcer ce type de un exemple blessure. de clé, eh ben de clé ressource, c'est d'aller retrouver une énergie ressource qu'on n'a pas contactée depuis hyper longtemps. Par exemple, la sécurité, c'est une des premières clés Mm. dont on a besoin pour avancer. La confiance en soi, le fait de se sentir accueilli, le fait, chez certaines personnes, par exemple, il y a des familles où l'écoute est très compliquée. Donc le fait de reposer chez soi intérieurement l'écoute, par exemple, en toute légitimité. Enfin, je dis ça comme je pourrais dire autre chose, mais en fait, voilà, c'est des capacités ressources, quoi, qui vont répondre à des besoins et qui vont vraiment nous servir de support pour aller réinformer positivement notre enfant intérieur dans sa partie, dans son côté blessé. Mm. Comment est-ce que je vais dire ça? S'approprier son espace thérapeutique aussi, mieux se sentir en lien et avoir un rapport de confiance peut-être qui lui semble plus palpable, je ne sais pas. Enfin après c'est vraiment du cas par cas. Donc, en Voilà. fait, Et pour ce qui est de l'intérêt du suivi, je dirais que au plus on avance, au plus on réintègre des ressources, au plus on arrive à se défocaliser de notre blessure. Et déjà rien que le fait d'arriver à se désidentifier d'elle, de moins être la tête dans le guidon, de prendre du recul et d'avoir différents supports d'analyse et au-delà d'analyse qu'on a même pu expérimenter dans notre ressenti émotionnel et physique. Il y a un apaisement qui est vraiment qui agit quoi, vraiment quoi, réellement. mm.
Ok, donc en fait, à l'issue des ateliers, les ateliers seraient donc l'acquisition de premières pratiques pour pouvoir après basculer sur Ouais. autre chose ou... Ok. Et il y avait en complément, je crois que c'était... non, c'est Elena qui demandait du coup, est-ce que tu donnes des pratiques personnelles à faire chez soi? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, sachant que, comme je disais tout à l'heure, l'intégration, en fait, le processus thérapeutique, il est à l'œuvre, mais dans votre vie de tous les jours, quoi, de toute manière. Donc, en fonction de l'avancement, des déclics, des prises de conscience que vous avez, de ce que vous retrouvez dans vos capacités, ressources, etc., l'intégration, elle se fait au quotidien, dans tout ce que vous êtes, dans toutes vos dimensions. Donc, forcément, il y a des exercices qu'on peut donner à faire dans l'entre-séance, et même sans exercice, de toute manière, entre deux séances, eh ben ça bosse, quoi. C'est-à-dire que on va le retrouver dans nos raisonnements, par exemple pour des personnes qui se sont interdits de s'exprimer, et de la colère et de la tristesse. Bah là, entre deux séances, elles vont pas arrêter, elles vont bombarder, et quitte à devenir très ralou et très. Mais c'est pas grave, on s'autorise à l'être parce que ça répond à un besoin. Ça peut être aussi, ça peut ressortir dans les rêves aussi, où des fois il y a de la symbolique qui est très très parlante, et puis alors quand on va se retrouver à la séance suivante, eh ben on va en parler, et justement en fonction de la symbolique qui sera posée dans le rêve, eh ben on va pouvoir voir un petit peu de quoi ça parle. Il y a ça, après il y a différentes techniques. Moi personnellement, je propose aux personnes un cahier de suivi, par exemple, pour noter dans l'entre-séance tout ce qui lui passe par la tête, les questions, même des phrases parasites qui peuvent venir au quotidien nous enquiquiner, les rêves. Après, ça peut être des exercices complémentaires, effectivement, ça peut être des exercices graphiques, où on laisse parler vraiment la symbolique, et puis avec de la respiration pour relâcher. Ça peut être vraiment plein de choses. En fait, tout est personnalisé et personnalisable. Donc, à partir du moment où on reste ouvert, où on est créatif, où on s'adapte, et puis voilà. Après, un praticien de sophranalyse n'est pas un autre. C'est-à-dire que on n'est pas forcément tous que formés à la sophroanalyse. Moi, à côté, c'est pareil. Je peux proposer des fleurs de bac, de l'aromathérapie, ou de l'olfactothérapie. Donc oui, bien sûr, l'espace en dehors du cabinet est aussi fait aussi partie intégrante du processus thérapeutique, et puis peut venir l'enrichir et faire avancer. Mais après, voilà, ce qui est génial là-dedans, c'est que la personne est aussi autonome et responsable, et elle voit comme elle avance, quoi. Enfin, je veux dire, aussi en dehors de cet espace-là, quoi. Elle fait son boulot aussi toute seule, quoi. Nous, on fait que véhiculer une technique en s'adaptant à ses besoins, à sa personnalité, etc. Mais le déclic, les ressources, elles viennent d'elle, quoi. Enfin, je veux dire, la première démarche qui est de mettre un pied devant, et puis de s'inscrire, ou en atelier, bah, ça vient de soi, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Tous autonomes et responsables. Ok. Alors, il y avait une question aussi de... Je l'ai perdue entre-temps. De Dominique qui disait, est-ce que quand on vit plusieurs fois un amour non réciproque, est-ce que cela relève d'une croyance limitante? C'est possible. C'est possible. Il faut voir comment est-ce que la personne le vit, comment est-ce qu'elle accueille ça. Pardon. Tes souhaits. Merci. Il faut voir, enfin aussi, comment déjà rien que l'idée de se dire que un amour non réciproque soit répété, comment est-ce qu'elle accueille ça aussi. Effectivement, ça peut vibrer de cet ordre-là, mais je l'affirmerai pas, puisque n'ayant pas la personne en face de moi, enfin, ça serait un peu délicat à affirmer, puis j'aurais toujours le risque de me tromper, mais ça peut. Mm. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a une astuce, une clé pour pouvoir identifier ce qui peut relever d'une croyance limitante et ce qui peut relever d'autre chose, du hasard ou... Alors, bah, je dirais
les schémas qui se répètent, les idées aussi qui reviennent parasiter aussi le mental de manière répétée, un peu comme des obsessions, mais le rapport à soi, des fois aussi, il est vachement révélateur, quoi. L'image qu'on a de soi et la considération qu'on a de nous-mêmes, la place qu'on se donne, l'idée qu'on peut avoir de notre légitimité à être, à exister. Enfin voilà, il y a plein de, ça peut, ça agit sur tellement plein de niveaux de notre vie que notre rapport à notre santé, dans notre rapport à nous-mêmes, ça peut être aussi ça. Mm. Voilà, ça peut être Ouais. beaucoup de choses. Mhm. Et Dominique qui te répond, du coup, qui dit elle le vit comme un rejet. Ah, donc forcément là, ça parle de blessure et généralement associer une blessure, ouais. Bon, Ouais. enfin voilà, c'est à questionner en tout cas. Ok. C'est à Alors, il y a questionner. Mimi. Après, effectivement. Ah pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, c'est moi. Il y a un petit décalage entre le Euh, moment où je parle et où tu m'entends. Après, voilà, il faut que lui, à partir de... ce qui compte, c'est que c'est du sens dans sa démarche et qui est vraiment un choix pour tout à chacun de se dire bon, bah là, ok, il y a un truc, il faut que ça cesse, quoi. Il y a vraiment une notion aussi de d'engagement envers soi et de choix, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un beau travail qu'on s'offre, qui est des fois, qui est déjà, enfin, qui est fort, mais c'est aussi fort dans ce que ça peut faire émerger que c'est fort dans l'apaisement et dans l'ancrage positif qu'on mène en complément et par après, quoi, vraiment qui s'installe en profondeur. Mais voilà, ce qui compte, c'est en tout cas pour Dominique, si son idée c'est d'aller identifier tout ça, euh, c'est qu'il puisse écouter le fait qu'il soit prêt, tout simplement, et que le moment soit juste pour lui, quoi. Hmm. Ok, merci. Voilà. Mimi qui dit elle lance son activité et pour elle, c'est très important de gagner de l'argent et de pouvoir avoir une sécurité financière. Du coup, elle voulait savoir est-ce qu'elle a besoin d'aller parler à son enfant blessé ou à quelqu'un d'autre dans ce cadre-là? Ah ben, il faudrait, oui, peut-être aller explorer un peu la notion de valeur, un peu voir la valeur qu'elle peut s'accorder, voir les blessures en résonance avec tout ça, peut-être une blessure d'injustice ou autre qu'elle a pu rencontrer dans son parcours et ce qui a pu s'ancrer. Mais en tout cas, oui, ça peut parler de la valeur qu'elle s'accorde. Hmm. Bien que il n'y a pas que le système monétaire qui nous permette d'évaluer la valeur qu'on s'accorde, hein. Je tiens à le préciser quand même, hein. Bon, hein. Oui, il y a d'autres Mais valeurs, voilà, ça y est, on est d'accord. symboliquement, hein. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'elles puissent réussir à retourner vers une écoute intérieure? Est-ce qu'il y a un petit exercice qui peut les Euh, aider à faire ça? D'être à l'écoute de soi, déjà comment est-ce que je dirais? Déjà de prendre le temps, ben déjà de s'inscrire à une conférence et déjà prendre du temps pour soi. Donc c'est déjà bravo, merci à toutes et à tous, merci pour vous-même. C'est déjà une chouette démarche. Après, pour ce qui est du support, ben écoutez vos envies, je dirais, et puis ayez confiance aussi, au-delà d'avoir confiance en vous, ayez confiance des surprises que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. C'est-à-dire que, enfin voilà, quand on sait que quand une clé, une gêne ou une blessure viennent en même temps de l'inconscient, enfin c'est quand même formidable de se rendre compte que ben ouais, en fait, on est tous fichus de la même manière en tant qu'être humain et on a vraiment tous les moyens d'avancer vers un épanouissement, vers une réalisation de soi. Donc du coup, déjà rien que juste de considérer ça et de s'ouvrir à cette possibilité-là, d'accueillir ces espaces-là, de rester curieux et puis dans l'accueil de la découverte.
ouais, je dirais que c'est très, c'est porteur. C'est Mm. important, donc restez curieux de vous-même et puis dans la surprise aussi de vous-même, de manière à ce que ça puisse aussi faciliter l'émergence de ressources. Et puis des fois, dans ces ressources-là, des fois on est tellement happé à vivre dans des blessures, dans le quotidien, etc. On se rend même plus compte que il y a des choses qui font partie de nos ressources et qui sont qui nous deviennent insignifiantes, quoi. Sur lesquels on pose plus de notre regard. Enfin, je pense ne serait-ce qu'à la respiration. La respiration avec tout le bien-être que ça peut nous apporter, avec le fait que ça a un impact réel sur le corps, sur l'esprit, sur rien que ça, prendre 5 minutes pour soi et prendre le temps de respirer, eh ben ça fait déjà une belle ressource. Ça fait Mm. déjà un bel espace pour soi. Enfin, des fois, voilà, je dis ça juste parce que c'est simple, c'est accessible à tout le monde et que bah, des fois on aura envie qu'on nous sorte une recette magique avec une belle baguette, un truc. Mais en fait, il y a des choses qui font partie déjà de notre quotidien qui sont très simples et qui ont des effets bien réels, mais pour autant notre regard n'est juste pas posé dessus, quoi. Mm. Je te rejoins sur ce côté-là où la respiration, c'est vraiment la base et malheureusement, Hmm. la plupart d'entre nous ne prennent plus le temps de respirer. Non, mais moi, tu Il y a sais, je regrette, par exemple, que ça soit pas autant. Idéalement, moi, j'aimerais bien que ça soit appris, par exemple, à l'école. Tu vois, pour la mm. gestion des émotions, pour ça a tellement d'impact. Ça me fait penser, tu vois, quand je bossais comme éducatrice spécialisée, où des fois on avait des situations délicates à respirer, je me revois autour de la table, puis je m'arrête là 2 secondes, puis les jeunes qui me regardent, qu'est-ce que tu fais là, Claire? Je respire. Du coup, après, tu vois, on respirait tous ensemble, puis ça allait vachement mieux. C'était bien, de Oui, discuter, etc. Mais c'est merveilleux ce qu'on peut faire déjà rien qu'avec ça, quoi. Mm. mm. C'est vrai, c'est vrai. Ne serait-ce que Alors, dans la on a, chimie du corps, des choses qu'on peut réguler, enfin la cohérence cardiaque, tout ça, enfin bref. c'est ça. La Ouais, cohérence cardiaque, c'est un super petit outil qui prend pas beaucoup de temps non, et qui est très très facile mm, à appliquer. Tu peux bien peut-être sûr. l'expliquer? Mm, mm. Mm. En allant, ouais, en allant sur la route, sur le trajet pour aller au travail, en revenant pour ne pas décharger, revenir avec son sac à dos du boulot. Tu veux que j'explique peut-être là brièvement la cohérence Oui, voilà. cardiaque? Oui, ça peut être Alors, bien. bah, la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui consiste à avoir un temps d'inspiration et d'expiration qui sont égales. Voilà, qui dure quand même quelques secondes. Et en fait, le fait de faire cette respiration avec un temps d'inspire, un temps d'expire qui dure le même temps durant minimum 5 minutes. En fait, ça permet au niveau du cerveau, ça permet d'avoir un alignement, on va dire, entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc, que le mental un peu contrôlant relâche un petit peu pour laisser place un peu plus, par exemple, à la créativité. Et ça permet vraiment d'intégrer un apaisement interne. Et du coup, de par ces capacités-là au niveau du cerveau qui se font réellement, hein, qui s'alignent, on a une meilleure concentration, on a plus d'objectivité, on a un meilleur discernement. Pour vous dire, au niveau des bienfaits, ça, une fois qu'on le fait, ça a une durée d'action de 6 heures. Et c'est le type d'exercice qui est utilisé par les pilotes de chasse avant de partir en mission. Donc c'est quand même pas, enfin voilà, c'est des choses qui sont quand même réellement reconnues. Et pour autant, ben voilà, il y a des petites applications là dans le portable qui sont gratuites, qui peuvent faire support avec une bulle qui descend, etc. Ou même sans support. Hein, des fois, on peut le faire soi-même, mais voilà, quand on a un peu l'habitude et qu'on est à l'aise avec ça. Mais voilà, 5 minutes de respiration avec un temps, je sais pas, admettons de 7 secondes 5 secondes. d'inspire et d'expire, ça a vraiment un impact réel qui est durable. Et puis ça agit aussi au niveau de la chimie du corps, c'est-à-dire que quand on est en pleine crise de panique ou d'angoisse, avec un taux d'adrénaline hyper fort, etc., et ben du coup ça permet en interne dans le corps de réguler et d'aller reproduire de la non-adrénaline. Enfin, c'est vraiment vive la respiration.
Oui. Pour commencer, même, vous pouvez le faire sur 4-5 respirations pour Ouais, ceux qui n'ont pas l'habitude de bien respirer. sûr. Écoutez-vous et faites-le sans forcer parce qu'on ne voudrait pas que vous fassiez une suroxygénation. C'est vrai, Ça peut faire tomber dans les pommes. c'est Donc, vrai. commencez progressivement, mais c'est un super outil. Ouais. C'est vrai que moi, souvent, je le recommande un peu comme pour les pauses. Pour les enfants, on propose une pause à 10 heures, une pause au déjeuner, une pause à 16 heures. Mm, Bah, vous pouvez faire des pauses de cohérence cardiaque comme ça dans la journée, ça dure 6 heures. mm. C'est génial. Et pour l'expire aussi, pour que ça soit plus facile, plutôt que de respirer, enfin d'expirer comme ça avec, on recrache trop d'air d'un seul coup, on se dit ah, j'ai plus rien, je suis en asphyxie. Je conseillerais de souffler comme si vous souffliez dans une petite flûte ou dans une paille, quoi, de manière à limiter le flux et on arrive à avoir un temps beaucoup plus long. Super. Alors, on a Elena qui demande la différence entre la sophroanalyse et la méthode caïcédienne de sophrologie. Eh ben, oui, non, c'est vrai que la sophrologie et la sophranalyse, même si le point commun est l'état modifié de conscience, en fait, la sophrologie est axée que sur l'émergence des ressources et du positif, d'accord? Donc l'idée, c'est quand même de retrouver un état de bien-être dans le corps, aussi dans les émotions et aussi dans l'intuitif avec la symbolique quand on fait un rêve éveillé, une visualisation en sophrologie, etc. Mais ça va pas toucher l'origine du problème, d'accord? Ça va nous soutenir. Pour autant, il y aura des effets thérapeutiques réels. Et en sophroanalyse, on va plonger à l'origine du souci, quoi. Donc, on va vraiment, il y a une exploration beaucoup plus profonde où on va oser toucher les sujets délicats. En sophrologie, la dynamique sera pas du tout la même. On va vraiment focaliser l'attention que sur le positif, le positif, le positif, la ressource, l'ouverture, et voilà. Mais c'est complémentaire, cela dit, hein, parce que en sophroanalyse, quand c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a des séances où on a vachement travaillé, où on a été touché des choses avec beaucoup de prise de conscience très forte, etc. La séance qui suivra, elle sera beaucoup plus légère et douce, un peu à l'image de la sophrologie, quoi. Pour autant, la sophroanalyse reste douce aussi, hein, à partir du moment où ça respecte le rythme de la personne. Voilà. Oh là, je suis éblouie par des rayons. Là, je vois un peu. Oui, Wouh. j'ai illuminé. Wouhou. Ok, on va profiter de ce magnifique soleil rayonnant pour que tu nous expliques ce que tu proposes dans les Oui. ateliers. Alors, moi, ce que je vous propose pour les deux ateliers du 7 et du 14 février, pour l'atelier numéro 1, ça serait de faire une sophrovisualisation d'une première rencontre avec votre parent intérieur bienveillant. Comme je vous disais, dans le processus thérapeutique, dans l'avancée, une des bases, un enfin, en tout cas, c'est fondamental de poser un minimum de sécurité et de confiance, même au-delà d'un minimum, que vous sentiez bien en sécurité et en confiance. Donc forcément, on va faire appel aux parents intérieurs bienveillants. Du coup, voilà, ça c'est le premier exercice que je vous propose. Et ensuite, ce que j'ai voulu vous proposer aussi pour ce même atelier, c'est de voir un petit peu les différentes injonctions et drivers auxquels vous avez pu avoir affaire, par exemple dans votre cercle familial. Alors, ce qu'on appelle injonction driver, ça va être tous les petits messages inconscients qui n'auront pas été forcément verbalisés et qui ont été bien intégrés par votre inconscient et notamment par votre enfant intérieur. Donc, par exemple, je sais pas, pour vous donner des exemples d'injonctions qui ne sont pas verbalisées, hein, comme je le disais, mais qui sont implicites, qui vont circuler de manière assez tacite. Ça peut être ne sois pas proche, ne sois pas toi-même, ne sois pas de ton sexe, ne réussis pas. Enfin voilà, il y en a plusieurs, donc tout ça, je pourrais vous les exposer.
Et puis les drivers, c'est plus voilà des petites phrases qui, elles, pour le coup, sont formulées au quotidien et qui, pareil, vont impacter notre enfant intérieur avec des allez, sois fort, fais plaisir, dépêche-toi. Enfin bon, voilà. Donc l'idée, c'est de faire aussi un exercice complémentaire pour aller explorer un petit peu, voilà, l'impact que le conditionnement familial, un petit peu les règles que vous avez dû intégrer, et voir un petit peu, du coup, ce qui peut être encore actuellement en résonance chez vous, ou non, ou voire même en résonance dans votre enfant intérieur. Donc ça peut être aussi une façon de contacter indirectement une première forme de votre enfant intérieur. Ensuite, pour ce qui est de l'atelier numéro 2, propose une mise en lien, une mise en contact entre le parent intérieur bienveillant et puis votre enfant intérieur, quelle que soit la manière dont il se présente. C'est-à-dire que lors du premier atelier, votre parent intérieur peut se présenter d'une certaine manière. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou non, ça peut être une présence animale, végétale, et pour autant, dans l'atelier numéro 2, peut vous apparaître vraiment sous une autre forme. Ça parlera d'une autre ressource qui peut correspondre aussi à un de vos besoins. Du coup, c'est vrai que ces instances-là peuvent nous apparaître sous différentes formes. Et l'idée, du coup, c'est de mettre en lien notre enfant intérieur pour une première fois avec notre parent intérieur bienveillant, de manière à ce que vous, dans votre dynamique thérapeutique, je dirais, d'exploration de soi, que vous ayez la possibilité, que votre enfant intérieur ait la possibilité de se sentir en écoute, sécurisé, surtout qu'il y ait une permission, une autorisation représentée par le parent intérieur bienveillant pour que voilà, ça puisse enrichir et ouvrir votre espace d'exploration à vous-même. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième atelier. Et l'idée, c'est d'ajouter à cet exercice-là la réalisation d'un dessin projectif. Donc, d'ancrer vraiment cette première mise en lien à travers la réalisation d'un dessin, qu'on soit doué ou non, c'est pas le problème, c'est pas du tout l'idée. Mais voilà, rien que dans le mouvement kinesthésique du dessin, et ben ça permet aussi de d'ancrer cette première mise en lien aussi d'une certaine façon dans le corps. Et puis dans la réalisation du dessin aussi, ça permet on se voit faire, on voit le résultat sur papier et ça fait une certaine mise à distance et des fois ça permet d'avoir des déclics, des compréhensions. Donc voilà ce que je propose pour ces deux ateliers. Ok, super. Comme d'habitude, je vous ai activé le petit encart bleu au-dessus du chat pour que vous puissiez découvrir la page d'inscription et retrouver le descriptif. Et pour les personnes qui suivent la conférence sur YouTube, je vous ai indiqué donc le lien, pareil vers cette page, dans le chat directement. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, on avait une question d'ailleurs de Sylvie qui demandait la différence entre le couple intérieur et les parents intérieurs. Alors, le couple intérieur, ça va être... C'est un peu gênant, là, le fait que ça perdure un peu. Alors après, il y a Ronaldo qui nous dit que c'est une magnifique lumière. Oh, merci Ronaldo. Alors, je dirais que le couple intérieur, le couple intérieur, ça correspond plus à nos polarités masculines, féminines. Voilà, il s'agit plus de l'exploration de nous-mêmes dans tout notre aspect yin et yang. Donc, dans tout ce qu'on peut accueillir de nous-mêmes, de féminin ou de masculin, donc l'énergie émettrice ou réceptrice. Le fait de donner, de recevoir, voilà. Le parent intérieur et l'enfant intérieur, c'est vraiment, elles sont pas polarisées de cette manière-là. L'enfant intérieur, il parle de notre vécu tel qu'on l'a réellement expérimenté. En tout cas, pour son côté blessé, je dirais,
qui peut s'exprimer à travers un enfant intérieur blessé, rebelle ou soumis, par exemple. Et puis bon, après, l'enfant intérieur libre, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, ben, du coup, effectivement, il va représenter un peu tout un aspect libre, créatif, avec l'imaginaire, avec c'est vraiment une ouverture de notre plein potentiel en fait. Du coup, ça va pas être teinté ni d'énergie masculine ou féminine. Pareil pour le parent intérieur. Ça va parler de bien, enfin de d'autres choses, quoi. Ça va parler du conditionnement familial, sociétal, des normes pour le parent limitant, et puis après de l'accueil inconditionnel pour le parent intérieur bienveillant, quoi. Vraiment de l'amour qu'on a pour nous-mêmes, en fait, qu'on peut retrouver à travers cette instance-là. Donc c'est pas les mêmes démarches. Pour autant, en sophroanalyse, on explore aussi, on peut explorer ça, hein, pour encore une fois nourrir l'exploration de nous-mêmes, la connaissance qu'on a de nous-mêmes et voir un petit peu comment nos schémas, notre structure a pu s'emboîter en résonance avec les blessures et croyances, quoi. Ça peut venir enrichir l'exploration et puis le travail thérapeutique, bien sûr. Et puis après, il y a aussi d'autres formes de sous-personnalité qu'on peut aller explorer, qui sont pas forcément de l'ordre du yin et du yang, mais qui vont être aussi des couples intérieurs où on va aller voir un petit peu les différents opposés qui s'expriment chez nous, quoi. La soumise et la rebelle, ou alors la saboteuse et je sais pas ce qu'il peut y avoir en face de la saboteuse, la créative, admettons. Voilà, pour voir un petit peu s'il y en a une des deux qui s'exprime beaucoup plus fortement, qui est dominante, par exemple, si la saboteuse en ce moment elle est hyper à l'œuvre, etc. Eh ben, on peut tout à fait aller faire un exercice qui permette de donner davantage de place à la créative qui est en face à elle en réponse, et surtout on ira voir qu'est-ce qui a pu faire blocage au fait que il n'y ait pas trop de lien entre la saboteuse et la créative, et que du coup dans ce blocage là la saboteuse elle prenne toute la place, et voilà quelle est la résistance au milieu qui va un peu faire que les choses circulent de manière un peu déséquilibrée, quoi, je dirais, en désharmonie, quoi. Voilà, si ça répond à la question. Ça répond à la question. Dites-nous si c'est pas le cas. Donc les ateliers se font aussi sur la plateforme sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc quand vous vous inscrivez, vous recevez les liens de connexion vers les salles d'atelier et vous pouvez participer à l'atelier. Une autre question de Viviane qui demande si tu limites le nombre de participants. Bah non. Ok. Sylvie qui te remercie, un grand merci pour ta réponse à sa question. Dominique qui demande ça se déroule où? Ça se déroule en ligne, les 2 premiers ateliers. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser vaquer vos occupations du reste du jeudi. J'espère que voilà, que du coup cette conférence et ce sujet vous aura apporté pas mal de réponses à vos questions, à votre cheminement aussi personnel, et puis et puis ouvre le champ de vos possibles, ne serait-ce qu'un petit peu. Oui, c'est ce qui est important. Oui, super. En tout cas, Claire, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour le partage et pour cette magnifique lumière que tu partages avec nous. Ça réchauffe le cœur. C'est un peu Oui, mais pense aux gens comme moi qui sont un petit peu envieux, qui ont l'habitude d'avoir le soleil, et aujourd'hui, c'est assez timide. Merci. Ok. Et puis, pour ceux et celles qui suivront l'atelier, je vous dis à bientôt pendant les ateliers de Claire. Et sinon, pour ceux qui reviennent ce soir pour la conférence de ce soir, à tout à l'heure. Merci Claire, je vais te laisser le mot de la fin. Je disparais, je suis toujours là, mais je suis plus à l'écran pour que tu puisses avoir le mot de la fin toute seule. Okay. D'accord. Maintenant. Eh ben, je vous remercie du coup pour toutes vos présences, toutes vos questions, et puis ben j'espère à bientôt
Voilà pour ces beaux ateliers qui nous attendent et ces belles découvertes de vous-même avec ces supports voilà propres à la sophroanalyse. Voilà. Au revoir.